Donc on va corriger ensemble la partie 2 en fait, de cette épreuve CCP PC 2005. Donc c'est que la partie 2 que vous avez là. Elle est vraiment très instructive. Le but final, c'est de comprendre pourquoi quand vous allez au supermarché, que vous achetez une poêle pour votre plaque à induction, il faut faire bien attention au type de poêle que vous achetez, qu'elle soit bien magnétique et non pas amagnétique. Vous savez que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel type de poêle sur les plaques à induction. Donc en fait, il y a un peu deux parties. Une première partie, c'est les courants de Foucault. Et c'est aussi l'effet de Pau. Donc ça va être vraiment de l'électromagnétisme. Donc c'est vraiment une épreuve de synthèse parce qu'on va mélanger dans une première partie toutes les notions d'électromagnétisme avec l'effet de Pau, mais dans un milieu magnétique. Et puis dans une deuxième partie, là ça va reprendre plutôt des techniques de première année, donc avec inductance mutuelle et puis des petits calculs en régime sinusoïdal. Vous allez voir, c'est très très instructif. Alors je ne relis pas le tout début de l'énoncé, mais donc on nous explique que quand on a une plaque à induction, aussi appelée table à induction, donc sous la table, vous avez donc cette bobine qui crée un champ magnétique B. Et puis vous posez le fond de votre casserole sur la table en verre, enfin sur la table quoi. Et donc il va y avoir ce qu'on appelle des courants de Foucault qui vont être engendrés dans cette plaque du fait que le champ magnétique ici est un champ variable, donc son flux va être variable à travers cette plaque. Et c'est donc ce qui va créer les courants de Foucault. Et par effet Joule, ça va échauffer ce matériau qui à son tour va échauffer les aliments. C'est le fond de la casserole. Alors, on commence directement par la première question. Donc, exprimer la loi qui permet de prévoir globalement le sens de rotation des courants induits dans la plaque circulaire. Précisez celui-ci. Donc la loi qui permet de prévoir le sens du courant induit, c'est la loi de modération de Lenz, qui nous dit que les effets du courant induit s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance, et que donc, alors le courant va changer de sens, bien évidemment, dans la bobine, hein, mais donc les courants induits vont être de sens contraire au sens du courant dans l'inducteur. Hein. Bon, alors je ne vais pas écrire tout ça. Question 1-2. Donc pour modéliser ces courants, on cherche une solution conforme aux équations de Maxwell et compatible avec l'hypothèse de charge mobile entraînée en rotation autour de l'axe OZ avec une vitesse angulaire oméga Z. Donc en fait, on va avoir un vecteur rotation des électrons dans la plaque, mais avec éventuellement un vecteur rotation qui dépend de Z. On fera toute l'étude en coordonnées cartésiennes. Donc ça, c'est une des difficultés un petit peu de cet exercice, c'est qu'on va jongler. En fait, les courants vont être à symétrie cylindrique, mais on va travailler quand même en coordonnées cartésiennes. Vous allez voir pourquoi. C'est parce que la manipulation des opérateurs est plus aisée en coordonnées cartésiennes qu'en coordonnées cylindriques. Alors, question 1.2.1. Exprimer la vitesse linéaire des charges électriques en un point M, X, Y, Z du disque sous forme d'un produit vectoriel en fonction du rayon vecteur OM et du vecteur axial oméga, représentant la vitesse de rotation orientée selon OZ. Donc dans la question 1.2.1, donc si on suppose que ces courants de Foucault, ces courants induits dans la plaque, sont des courants donc qui décrivent un mouvement circulaire, eh bien il s'agit là en fait de l'expression de la vitesse intrinsèque d'un mouvement circulaire, donc V, donc ça c'est une petite formule qu'on a vue en cinématique, c'est oméga vectoriel OM. Comment est-ce que vous pouvez retrouver ça, le revérifier rapidement, hein, donc c'est entre guillemets θ.EZ vectoriel R, ER si vous vous placez en coordonnées cylindriques, EZ vectoriel ER ça fait Eθ, donc ça fait Rθ.Eθ. Donc ça, je le mets entre guillemets. Hein, c'est pour vous montrer que cette expression-là, voilà, c'est ce qu'on appelle l'expression intrinsèque. Mais ici, c'est bien cette expression vectorielle qu'il fallait parce qu'on va travailler en coordonnées cartésiennes. Donc voilà déjà une petite, entre guillemets, astuce de ce sujet. Donc si vous n'arriviez pas à faire ce produit vectoriel, bah, vous étiez scotché au début de l'épreuve et vous ne pouviez pas faire la suite, ce qui est un petit peu méchant. Alors on continue. Donc question 1 de 2, donc cela signifie que
voilà, les charges ont un mouvement comme ça, circulaire, dans la plaque. Alors, en déduire les composantes du vecteur Jx et Jy de la densité de courant en fonction du nombre petit n de charges élémentaires mobiles par unité de volume et de la vitesse angulaire, etc. etc. Donc, on connaît le lien qu'il y a entre le vecteur densité volumique de courant et la vitesse des porteurs de charge. Hein, c'est NeV, je dirais même moins NeV, puisque ce sont des électrons. Donc, où il fallait reporter, donc moins NE oméga vectoriel OM. Et donc, après, on va projeter ce produit vectoriel dans la base des coordonnées cartésiennes. Donc, ça fait 0, 0, oméga vectoriel. Donc, on prend le vecteur OM, on peut même lui rajouter une troisième coordonnée, hein, X, Y et Z. Donc, on effectue ce produit vectoriel, on masque la première ligne, on fait le produit en croix. Donc, ça va faire NY oméga. On masque la deuxième ligne, on part du bas, donc oméga x, donc moins NEX oméga, et on fait le dernier produit en croix, et ça fait 0. Donc attention, vous travaillez dans la base cartésienne, hein, c'est un petit peu ça l'originalité, alors qu'en fait, vous travaillez sur un mouvement qui est circulaire. Hein. Et donc x à chaque instant, y à chaque instant, donc c'est la coordonnée de l'électron qui se trouve donc à cette position-là avec une vitesse orthoradiale v. Alors, question 1, 2, 3. Calculer les dérivées partielles d de jx sur dx2, d de jx sur dy2. Donc ça, c'est un peu pour préparer la suite. Donc, on a donc jx qui vaut moins ne oméga y. Donc, on voit tout de suite que d2 jx sur dx2, jx ne dépend pas de x. Il est linéaire en y. Donc, on voit tout de suite que ces deux dérivées partielles sont égales à 0. De la même manière, on a donc jy qui vaut moins nex oméga. Et donc, on a là aussi d de jy sur dx2 est égal à d de jy sur dy2 est égal à 0. Bon, ça, c'est pour préparer la suite. On ne sait pas trop où ça va nous mener, mais on va se laisser guider par l'énoncé. Ça va? Alors, 1.3. Donc, exprimer la loi d'Ohm locale pour un métal de conductivité gamma. Donc, loi d'Ohm locale, vous connaissez la loi d'Ohm locale, c'est le fait que le vecteur J est proportionnel au champ électrique. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la conductivité gamma. Question 1, 3, 2. Je passe vite ces premières questions qui sont un peu la mise en jambe avant de rentrer véritablement dans le cœur du problème. Donc on veut nous faire redémontrer l'effet de Pauli, bien évidemment. Alors écrire les équations de Maxwell pour un métal de perméabilité absolue mu. Donc dans l'introduction, on nous avait expliqué que quand on avait un milieu magnétique, on pouvait remplacer mu0 par mu qui vaut mu0, mu r. De la même manière que dans un diélectrique, un isolant, c'est arrivé parfois dans un condensateur, on remplaçait epsilon 0 par epsilon 0, epsilon r. Alors on écrit les quatre équations de Maxwell. Donc divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Ça c'est Maxwell-Gauss. Divergence de B est égale à 0. Maxwell-Thomson ou Maxwell-Flux. Rotationnel de E est égal à moins dB sur dt Maxwell-Faraday. Rotationnel de B
alors, est égal. Donc là, ici, c'est là que je mets mu au lieu de mu 0. J plus epsilon 0, donc le courant de déplacement. Donc même si on sait qu'on est dans la RQS, parce qu'on nous le disait au début, pour l'instant, écrivons-les dans leur intégralité. Maxwell ampère. Alors, question 1.3.3, donc toujours des petites questions de cours. À partir de ces équations de Maxwell, retrouvez l'équation locale de conservation de la charge. Alors vous vous souvenez de l'équation de conservation de la charge, hein, donc ça ressemble à l'équation de conservation de la masse en mécanique des fluides, ça a d'ailleurs la même forme mathématique, hein, donc c'est l'équation divergence de J plus dρ sur dt égale 0. Donc ça traduit un bilan de masse. Alors, comment retrouver ça? Eh bien, comme il y a divergence de J, on peut prendre par exemple la divergence de Maxwell ampère. Hein, donc on prend divergence de Maxwell ampère. Voilà. Sachant que la divergence d'un rotationnel, c'est toujours nul. Donc en fait, c'est la parenthèse ici qui est nulle. Donc on aura 0 égale div de J. Comme d'habitude, on permute les opérateurs d'espace et de temps. C'est un peu comme un théorème de Schwartz. Et puis on va chercher dans les équations de Maxwell l'équation qui pourrait nous être utile. Ici, c'est Maxwell-Gauss. Et donc, on remplace div de E par, donc les epsilon 0 se simplifient, ρ sur epsilon 0. Et donc, on aboutit à l'équation de conservation de la charge. Cette équation, on peut aussi la démontrer, je vous le rappelle, en faisant un bilan de charge sur un système ouvert, par exemple entre x et x plus dx, et t plus dt. Mais en fait, c'est une conséquence des équations de Maxwell. Question 1.3.4. Alors là, je l'avais affirmé au début, hein, il faudrait rédiger. Je ne rédige pas trop au tableau, bien sûr. Hein, il faudrait expliquer. Montrons que, tac, 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 vous expliquez quelles équations vous utilisez à chaque étape, bien entendu, par des petits sigles. Hein, donc Maxwell ampère implique, voilà, hein, vous expliquez ce que vous faites. Alors 1.3.4. Si les conditions initiales étaient telles, alors ça c'est une question très classique. Si les conditions initiales étaient telles qu'une densité volumique de charge ρ0 soit présente à l'instant t égale 0, montrez, oh là il y a une faute d'orthographe dans l'énoncé, non, c'est à l'infinitif, montrez qu'elle disparaîtrait en un temps très court, évaluer ce temps et conclure qu'en régime établi, le conducteur reste globalement neutre en tout point de son volume. Donner l'expression simplifiée de l'équation de Maxwell-Gauss. Donc le but de cette question, c'est quelque chose que généralement on admet directement dans les métaux, c'est de dire que ρ est nul dans un métal parce que le métal, localement, les atomes cèdent autant d'électrons libres, hein, donc il y a autant d'ions positifs comme par exemple dans le cuivre, hein, on avait vu Cu+, et chaque atome cède un électron. Mais là, ce qu'on veut nous faire démontrer, c'est que si en un endroit du métal, il y avait des charges qui s'accumulaient, eh bien très rapidement, cette accumulation disparaîtrait avec un temps caractéristique très très court. Donc il ne faut pas partir du principe que ρ est nul, parce que sinon vous tuez la question. Alors, comment démontrer ça? En fait, on va voir qu'on va démontrer une petite équation différentielle pour ρ. Donc on part de l'équation de conservation de la charge et on va remplacer J par gamma E. Donc là, j'utilise la loi d'Ohm locale. Pensez toujours, hein, si on me l'a fait écrire avant, c'est qu'il y a des liens entre les questions. Donc 0 égale à... Donc là, je vais dire que c'est div de E. Bon, je vais le réécrire. Donc la divergence de E, d'après Maxwell-Gauss, donc c'est
rho sur epsilon 0 plus d rho sur dt. Et ça, c'est en un endroit donné du métal comme une équation du premier ordre à coefficient constant. Et on peut faire apparaître un temps caractéristique. Tau est égal à epsilon 0 sur gamma. Vous voyez, ça fait d rho sur dt plus rho sur tau est égal à 0. Et donc, quand vous intégrez ça, ça vous fait rho est égal à rho 0 exponentielle moins t sur tau. Alors, ce temps caractéristique, on avait moyen de l'évaluer parce qu'on nous donnait dans l'introduction la valeur de epsilon 0, on nous donnait 1 sur 36 pi 10 puissance 9, on nous donnait la valeur de gamma, je crois, de l'ordre de 10 puissance 6 au moins 1 mètre moins 1. Et donc, tau, on a moyen de l'évaluer, il est de l'ordre de 10 puissance moins 17 secondes. Donc, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'il est très très court, en particulier par rapport aux périodes. Si on est dans l'approximation des régimes quasi stationnaires, on va travailler avec des champs électromagnétiques, aller jusqu'à peut-être 10 puissance 14-15 Hz. Donc, on voit qu'il est très petit devant la période de l'onde, et donc cela signifie qu'on pourra considérer que ce truc-là tend très rapidement vers 0, et donc ρ est nul. Et donc, du coup, tout ça, c'est pour nous faire dire que l'équation de Maxwell-Gauss va s'écrire divergence de E est égale à 0. Question 1.3.5. Montrez que lorsque la fréquence imposée est égale à 25 kHz, les courants de déplacement sont tout à fait négligeables devant les courants de conduction. Dans ce cas, donnez l'expression simplifiée de Maxwell-Ampère. En fait, on nous fait préparer le terrain pour démontrer l'équation de l'effet de Pau, l'équation de diffusion de l'effet de Pau. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? D'abord, si vous ne connaissez pas le vocabulaire, vous êtes scotché sur la question, puisqu'il faut savoir ce que ça veut dire courant de déplacement. Remarquez bien que l'énoncé ne disait pas ce que ça voulait dire. Donc, courant de déplacement, c'est ce terme-là de l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, voilà, elle est homogène à un courant de conduction, donc par homogénéité, mais vous savez que ça ne correspond au déplacement de rien. En fait, c'est un terme de couplage entre le champ électrique et le champ magnétique. Alors, on sait bien que dans la RQS, ce qui caractérise les équations de Maxwell dans la RQS, c'est de négliger ce terme-là devant J. Donc là, on nous le demande de le justifier un petit peu mieux. Donc, on va le faire. Donc, surtout, dès le début, si par exemple, vous avez pris directement ce truc-là égal à 0, vous revenez en arrière sur votre copie, vous le remettez pour pouvoir le renégliger après, bien entendu. Donc, on va faire JD sur J. Donc, ça va nous donner epsilon 0 dE sur dt sur gamma E. Un ordre de grandeur de dE sur dt, on est avec des champs sinusoïdaux. Alors ça aussi, il faut que ce soit un réflexe. C'est oméga E. Donc ça va faire epsilon 0 oméga sur gamma. Ce qui fait d'ailleurs, on reconnaît tau là. On n'est pas obligé de le reconnaître, mais ça nous fait en fait oméga tau. Ce quotient, ça fait environ 10 puissance moins 12. Donc évidemment, c'est sans dimension et c'est très petit devant 1. Alors, donc effectivement, dans la RQS, on va négliger les courants de déplacement et l'équation s'écrit, l'équation de Maxwell-Ampère s'écrit rotationnel de B est égal à mu fois J. Ah oui, il faut quand même garder mu, la perméabilité du milieu, parce que ça, on nous avait dit qu'il faudrait tenir compte du fait que le milieu était éventuellement magnétique. Donc, on nous avait demandé simplement d'accepter ça. Alors, question 1.3.6. Donc, réécrire les équations de Maxwell ainsi obtenues en utilisant la notation complexe pour les dérivations par rapport au temps et en déduire une relation exprimant la proportionnalité entre le courant et son Laplacien. 1.3.6. Donc, réécrire les équations de Maxwell ainsi obtenues. Alors, mais on nous demande donc de maintenant synthétiser tout ce qui a été vu, simplement en remplaçant les dérivées
temporelle. Alors, est-ce qu'on est dans une convention? Alors là aussi, hein, faites bien attention. Est-ce que vous êtes dans une convention en exponentielle plus j oméga t ou moins j oméga t? Donc pour ça, vous regardez votre énoncé et à la page numéro 1, vous voyez, en bas de la page numéro 1, on voit qu'on est dans une convention en exponentielle plus i oméga t. Donc là, vous vous y pliez. Donc ça, c'est le seul truc à regarder parce que vous savez que les deux conventions existent, contrairement à la mécanique quantique où c'est toujours exponentielle moins i oméga t. Donc ça va faire moins i oméga b. Alors pour bien montrer qu'on est dans les complexes, on peut mettre des barres partout. Et comme il y avait... Oui, non, c'est bon. Et donc après, Maxwell-Ampère va s'écrire donc rotationnel de B. Là, il n'y a rien à faire. Donc on peut peut-être simplement remplacer J par gamma E. Donc il n'y a que dans Maxwell-Faraday là que ça intervenait. Oui, c'est pas forcément... je vais peut-être laisser mu-J parce que on veut une équation différentielle non pas pour le champ électrique mais pour J. Bon. Alors, en déduire une relation exprimant la proportionnalité entre J et son Laplacien vectoriel. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on veut une équation entre guillemets de propagation pour J. Et on nous donnait d'ailleurs la relation rotationnelle de rotationnel est égale à gradient de divergence moins Laplacien dans la première, à la page 8 de l'énoncé, sauf qu'elle était exprimée Laplacien égal, mais enfin on l'a reconnu. Hein. Donc on va faire rotationnel. On sait que J est proportionnel à E, donc chercher une équation de propagation pour E, c'est pareil que pour J, c'est pareil que pour B, c'est la même, tout est linéaire, tout est relié, l'équation pour l'un, c'est l'équation pour l'autre. Donc rotationnel de J, c'est gradient de divergence de J moins Laplacien de J. J, c'est gamma E. Donc on va calculer l'équation de propagation. Donc rotationnel de J, ça fait donc rotationnel gamma rotationnel de E. Et rotationnel de E, donc c'est moins i oméga B. Donc c'est rotationnel de E. Rotationnel de E, c'est moins i oméga B. Donc ça fait gamma rotationnel de moins i oméga B. Donc ça fait moins i oméga gamma rotationnel de B. Mais rotationnel de B, c'est mu fois J. Et donc ça fait moins Laplacien fois J. Et donc on a Laplacien J est égal à plus gamma mu i oméga J. En fait, c'est dJ sur dt. Alors, dans l'esprit de l'énoncé, on n'était pas obligé du tout de faire apparaître cette dérivée par rapport au temps. Mais ça nous rassure parce que ça nous ramène à ce qu'on connaît bien. C'est-à-dire que dans l'effet de Pau, J ou E ou B vérifie ce qu'on appelle l'équation de diffusion. Et ça peut aussi valoriser votre copie de Lemaitre. Évidemment, cette équation, on va chercher à la résoudre. C'est ce qu'on appelle l'effet de Pau. Donc, voilà pourquoi on était resté en cartésien dès le début, alors que la symétrie des courants, c'était plutôt une symétrie cylindrique. Mais c'est parce que le Laplacien, il est facile à exprimer en cartésien, alors qu'il est compliqué à exprimer en cylindrique. Voilà, on comprend pourquoi dès le début, on nous a fait faire quelque chose qui n'était pas très naturel avec ces histoires de oméga vectoriel OM. C'est parce qu'on voulait travailler en coordonnées cartésiennes. Ça, c'est le petit côté technique. Alors, question 1.4. Donc, on cherche pour les composantes Jx et Jy de la densité volumique de courant des expressions complexes qui puissent s'écrire Jx de z exponentielle i oméga t. Donc, on écrit tout ça dans les complexes. Comme je dis parfois, on plonge ça dans les complexes. Montrez alors que ces expressions sont régies par des équations différentielles de la forme qu'il faut donner. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le Laplacien d'un vecteur? Vous vous souvenez ce que c'est que le Laplacien d'un vecteur en coordonnées cartésiennes? Oui, c'est le Laplacien de Jx, alors, et le Laplacien de Jy, et il n'y a pas de Laplacien de Jz. Jz est nul.
Alors, le Laplacien de Jx, c'est d2jx sur dx2 plus d2jx sur dy2, etc. Hein, donc d2jx sur dx2 plus d2jx sur d... Attention, ce n'est pas que d2jx sur dx2, hein, comme certains souvent l'écrivent. Plus d2jx sur dz2, donc est égal à moins i oméga gamma mu jx. Alors, vu la forme qu'on nous donnait pour jx, jx ne dépend que de z, donc ça c'est nul. Et donc on aura effectivement cette amplitude complexe, dont d2j grand x sur dz2. Donc après simplification par exponentielle i oméga t, donc est égal à moins i oméga gamma mu grand, hein, faites bien la différence entre les grands jx, qui sont les amplitudes complexes, plus, donc d2jx sur dz2 égale à plus i oméga gamma mu jx, voilà. Et on se laisse guider donc pour le signe. Allez, on va résoudre ça. Alors, question 1.5. N'anticipez pas les questions, attendez qu'on vous pose la question. Donc, question 1.5, donc il faut résoudre ça. Donc, résoudre ces équations, écrire l'expression générale des amplitudes complexes Jx et Jy en faisant apparaître dans chaque cas les deux constantes d'intégration. Alors, comment mathématiquement est-ce qu'on analyse ça ? C'est une équation du second ordre en Jx, la variable d'intégration Cz, et ce sont des équations à coefficients constants, mais on est dans les complexes. Donc l'équation caractéristique, c'est R carré, donc est égal à I oméga gamma mu. Et à cause du I, comme d'habitude, ça se résout dans les complexes. On voit arriver l'effet de Pau. Donc on connaît l'astuce. On passe en polaire. Et donc on aura R est égal à plus ou moins racine de oméga mu gamma exponentielle J pi sur 4. Et on repasse en partie réelle et partie imaginaire. Donc exponentielle J pi sur 4, c'est 1 plus J sur racine de 2. On fait rentrer le racine de 2 dans la racine. Et on fait apparaître l'épaisseur de Pau. Donc l'épaisseur de Pau, évidemment, R est homogène à l'inverse d'une distance. Donc ça va s'écrire comme ça. Donc delta, l'épaisseur de Pau. Oui ? Oui, alors I égale J, hein, ici. Oui, d'accord. Bon. Si, c'est vrai. On va le réécrire avec un I. Parce que dans l'énoncé, c'est vrai qu'il n'y avait pas de J. J, c'était le vecteur de densité de courant. Merci, Augustin. C'est la force de l'habitude. Ah, on a déjà anticipé la question d'après. Mais ça, c'est pas grave, hein. Ce sont des notations habituelles. Donc, parce que dans la question 1.6, on nous demande d'introduire le delta. Vous pouvez le faire dès la question 1.5, ça on ne vous en voudra pas. Vous le répéterez à la question 1.6. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de solution pour Jx et pour Jy? Donc, on aura du A exponentielle RZ, parce que n'oubliez pas que c'est Z la variable d'intégration. Donc, ça va nous faire du exponentielle 1 plus i sur delta fois z plus b exponentielle 1 moins 1 plus i sur delta fois z. Alors comme d'habitude, il y aura une onde qui se propagera dans le sens des z croissant et qui sera atténuée dans son sens de propagation. Et une onde, alors, et pour voir tout ça, il faudrait remultiplier par exponentielle i oméga t, mais bon, pour l'instant, je ne crois pas que c'était demandé. Donc, parce qu'on nous parle de deux constantes d'intégration. Évidemment, ça s'écrit pareil pour j, y, 2z. Il
faudrait le réécrire, hein, mais je ne le fais pas. Alors, 1,6. Introduire une grandeur delta homogène à une longueur est caractéristique de l'atténuation. Quel nom donne-t-on habituellement à cette grandeur? Donc, je l'ai déjà introduite, cette grandeur. Hein, donc, delta, question 1,6, par homogénéité et aussi à cause, alors on peut peut-être donner quand même les formes mathématiques complètes des solutions pour J. Donc, delta, c'est cette fameuse épaisseur de peau. Donc, c'est l'épaisseur de peau. Hein, donc, c'était le nom qu'il fallait lui donner. Et alors, montrer qu'elle peut s'écrire, delta est égal à 503,3, on ne l'avait pas vu venir celui-là, divisé par racine de gamma mu r fois la fréquence. Alors ça, c'est super parce que si jamais ça marche, ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant, c'est bon. Donc là, c'est un peu qui tout double, d'accord? Ça fait partie un petit peu pour l'examinateur. Hein, il veut vous permettre de vous raccrocher aux branches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer. Donc, oméga, c'est 2pi fois la fréquence, parce que dans l'expression qu'on nous donne, c'est une fréquence. Mu, c'est mu 0, mu r. Et gamma, c'est gamma. Et donc, on aura une constante, donc on aura 1 sur racine de... donc on va mettre en facteur ce qu'on nous demande de mettre en facteur. Et donc devant, eh bien, on aura 1 sur pi mu 0. Voilà, si j'oublie rien. On va chercher mu 0 dans l'énoncé. On fait l'application numérique. Et bien sûr, ça marche. Et là, on est sur la bonne piste. Et on sait qu'on a bon. Alors, donc question 1,7. L'inducteur. Donc l'inducteur, c'était la bobine qui alimente, qui crée un flux dans la plaque, dans l'induit. Hein. L'inducteur, c'est la bobine qu'on alimente directement. Donc est alimenté par un générateur délivrant une fréquence F de 25 kHz. Donc on est largement dans l'approximation des régimes quasi permanents comme on l'a vu. La plaque a une épaisseur égale à 1 cm. Calculer la profondeur de pénétration des courants dans les deux cas. Donc acier amagnétique, donc A préfixe privatif grec, hein, ça veut dire non magnétique, puis acier magnétique, compte tenu des valeurs numériques données en début de problème. Alors ça c'est bien de pouvoir calculer donc les épaisseurs de peau. Donc on avait pour l'acier amagnétique et puis vous aviez pour l'acier magnétique. Donc on avait deux valeurs différentes évidemment pour le mu r et pour la conductivité aussi d'ailleurs. Alors quand on fait l'application numérique, on trouve pour l'acier amagnétique 3,2 fois 10 puissance moins 3 mètres, 3,2 mm. Et pour l'acier magnétique, c'est encore plus petit, 7,6 fois 10 puissance moins 5 mètres. Oui, parce que le mu r, pour l'acier magnétique, il est plus grand que 1. Pour l'acier amagnétique, il vaut 1. Bien sûr, la perméabilité magnétique relative. Hein. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que par rapport à 1 cm, qui est l'épaisseur du fond de la casserole, c'est quand même une grosse casserole ça, hein, que vous mettez sur la plaque, c'est très petit. Très petit devant eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra considérer que, bien que cette plaque ne fasse qu'1 cm de
d'épaisseur, delta étant très petit devant eux. On sait qu'au bout de quelques delta, notre exponentielle décroissant sera négligeable. Au bout de 5 delta, on atteint genre 1%. Et donc, ça veut dire qu'on pourra considérer que le milieu est quasi infini pour l'onde électromagnétique pénétrant dans le fond de la casserole ou de la poêle. Alors justement, c'est la question B. Justifier que malgré la petitesse de son épaisseur, on puisse négliger la plaque comme illimitée en Z. Donc je viens de le faire. Simplifier alors les expressions de Jx et de Jy. Donc comme on l'a dit, on ne l'a pas trop explicité jusqu'à présent, on va le faire maintenant. Donc vous allez comme d'habitude avoir un truc qui diverge quand Z tend vers l'infini, donc qui serait valable pour des Z négatifs. Alors, donc qu'est-ce qu'on va garder? Donc on aura Jx et Jy qui auront la même forme mathématique. Donc de la forme, on peut dire que l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Donc ça va faire Z sur delta exponentielle I Z sur delta. Donc tout à remultiplier par exponentielle I oméga t, bien entendu. Donc quand on multipliera Jx de Z par exponentielle I oméga t, ça il faut toujours le vérifier. Est-ce que l'onde est bien atténuée dans son sens de propagation? Alors ça, c'est une onde qui se propage dans le sens des Z décroissant. Et effectivement, ici, j'ai l'impression que ça diverge, mais ça ne diverge pas quand Z tend vers moins l'infini. C'est toujours bon de le vérifier, ça. Plus B exponentielle moins Z sur delta, exponentielle I moins Z sur delta plus oméga t. Donc ça, c'est une onde qui se propage dans le sens des Z croissant et qui est bien atténuée dans le sens des Z croissants. Vérifiez vos signes, hein, parce que si vous n'avez pas les bons signes, c'est qu'à un moment donné, vous avez fait une petite erreur de signe et ça arrive au meilleur. Alors, on continue? Donc, simplifier les expressions, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce terme-là sera considéré comme nul et qu'on aura uniquement, donc, on garde comme d'habitude le terme qui ne diverge pas et qui est atténué dans son sens de propagation. 1,8. Donner en notation réelle l'expression de la norme du vecteur densité de courant. Donc Jx et Jy ont la même forme mathématique. Et donc on peut dire que J en norme, ce sera donc J0 exponentielle moins Z sur delta cosinus de oméga t moins Z sur delta.